Dans le cadre du Aquathon, donc il y a des forums organisés tous les soirs entre le lundi et jeudi sur différentes thématiques. Donc il y a eu recherche, entrepreneuriat et éducation, et ce soir c'est la société. Et donc on va avoir 5 présentations, donc du Logic Lab d'abord, ensuite de l'APEX, ensuite IEM, ensuite Edilou et Kensho de Hong Kong vont présenter leurs activités associatives. Et l'Astrolabe en dernier. On a un programme assez chargé, donc je propose de s'épiler au timing de 10 minutes par présentation, et on va essayer d'être un peu restreint sur les questions, ou de questions à chaque fois. Ça vous va? Bien, merci à tous les intervenants de cette phase déplacée, et puis merci à tout le monde de participer à cette phase. Donc on va démarrer. Il y a le petit Samuel qui est ici pour savoir combien de temps il reste à peu près. Bonjour à tous. Du coup, Guénolé et moi-même, Jérôme, on vient du Concarneau pour vous présenter le Logic Lab, que certains connaissent peut-être. Et globalement, on va vous présenter un projet en particulier qui s'oriente plus autour de la mer, que Guénolé co-encadre. Donc, pour replacer un peu le contexte, assez rapidement, qu'est-ce qu'on appelle low-tech? Que tous nos projets sont orientés autour de ça. C'est des technologies qui sont ont 3 grandes caractéristiques qui sont utiles, donc qui répondent à des besoins globalement des besoins de base, l'accès à l'énergie, l'accès à l'eau, à l'alimentation, des choses comme ça. Et elles sont accessibles d'un point de vue technique et d'un point de vue économique. Donc tous. Alors pas forcément hyper facile à réaliser, mais des choses qui vont être globalement moins chères que ce qui se fait comme alternative sur le marché conventionnel, et la plupart du temps réalisable do it yourself. Et le troisième biais, c'est la durabilité. Donc durable d'un point de vue environnemental, donc respectueuse de la terre, de l'environnement, et d'un point de vue humain, donc dans la fabrication et l'utilisation, que ce soit de la condition dans le travail et dans la vie en général. Donc voilà, d'autres petits aspects, la fabrication locale, la réparabilité, ça rentre dans les compétences. Donc, le Low-Tech Lab a 5 grands axes de travail, donc, qui sont le sourcing, l'expérimentation, la documentation, l'inspiration et la transmission. Donc, on essaye d'avoir ces valeurs ancrées dans les projets qu'on développe, et toujours, en fait, c'est des expéditions, des aventures qui vont toujours se passer avec en amont de la recherche de low-tech, de l'expérimentation, de la documentation, et après essayer de faire vivre l'inspiration et la transmission à travers les aventures qu'on mène. Donc derrière, vous avez la plateforme du tuto du lowtechlab.org, du site internet, sur laquelle donc, toutes les low technologies qu'on trouve sont documentées et qu'on expérimente, sont documentées. Et donc c'est collaboratif et en open source pour que tout le monde puisse y contribuer et participer à la vente. Donc ça, c'est les 4 projets phares qu'on a en ce moment au Low-Tech Lab. Donc Nomade des mers, qui est le projet qui a de loin le plus de visibilité à l'heure actuelle. Donc Guéno va vous parler plus en détail juste après. Donc une expédition autour des low-tech qui traverse le monde en bateau. Agami, qui est un projet qui est orienté sur, qui tourne autour de la fibre de jute et plus globalement de la remise en avant des fibres naturelles pour concurrencer ou donner des alternatives à beaucoup de matériaux composites qu'on peut avoir avec des fibres synthétiques à l'heure actuelle. Et donc un concept car qui va servir à traverser l'Afrique pour aussi en quête de low-tech et du coup donc, pour valoriser les fibres naturelles. On a Low-Tech for Refugees, qui est une
de l'île de Lesbos, qui est entre la Turquie et la Grèce, et qui est à l'heure actuelle un énorme tampon de l'Europe par rapport aux migrations. Et donc dans un contexte un petit peu tendu, on essaye de, enfin, Marjolaine qui est là-bas essaye de faire valoir ce mode de vie et en fait aussi essayer de, par la construction et l'expérimentation des low-tech, donner de la vie sur les camps qui peuvent des fois être un petit peu... Enfin, le fait de tomber dans l'ennui, ça peut générer des tensions, des choses comme ça. Donc en fait, c'est aussi l'occupation des gens pour via les low-tech pour essayer de les intégrer. Et enfin, l'habitat low-tech qui vient de se lancer il y a quelques semaines, qui est l'implémentation dans le contexte occidental, donc dans un petit habitat, des low-tech qui ont été trouvées et qui s'avèrent être pertinentes, enfin on le pense en tout cas, dans le contexte de l'habitat occidental et qui vont donc être testés pendant 6 mois par 2 de nos collègues en colocation dans cette petite méthode. Du coup, pour Nomade des mers, je vais laisser la parole à Guénolé qui va vous en parler un peu plus. Bonjour à tous, du coup Guénolé, je travaille voilà, à l'association Low-Tech Lab, mais en particulier sur le projet Nomade des mers, sur lequel je suis à la fois avec Jérôme et avec Corentin de Châtel-Perron, que vous connaissez peut-être. Le Nomade des mers, c'est quoi? C'est une expédition qui devait durer 3 ans. Là, on est toujours aux Philippines, donc globalement, ça va être un peu plus long. Mais voilà, c'est une expédition sur un catamaran laboratoire, le Nomade des mers, où on va à la rencontre d'inventeurs et de gens qui implémentent des systèmes low-tech un peu partout dans le monde. C'est des gens qui, la plupart du temps, ont développé ces systèmes parce qu'ils répondent à un besoin de base sur place, qui répondent à une problématique. Et c'est souvent resté un peu au niveau local, alors que ça pourrait servir potentiellement à des millions de personnes. Donc nous, on essaie de trouver ces gens-là, d'aller les rencontrer et de documenter leur travail. Voilà. Et après de le diffuser en open source au plus grand nombre. Voilà, pour donner des petits exemples, ça c'est une petite éolienne qui a été construite au Fab Lab de Dakar. C'est une petite éolienne qui coûte même pas 5 €, c'est juste de la récupération avec des petits moteurs d'imprimante qui permettent par exemple de recharger un portable, des petites électroniques comme ça, vraiment pour rien. Voilà, la culture en hydroponie qu'on expérimente d'ailleurs sur le bateau. Ça c'est un point important, chaque système en fait qu'on va documenter, rencontrer, on essaye de l'expérimenter sur nous-mêmes avant de pouvoir dire que c'est une bonne solution, quoi. Donc on essaye de l'implémenter sur le bateau et de l'utiliser au quotidien pour avoir un retour d'expérience un petit peu à transmettre. Même si le bateau, voilà, c'est un habitat très restreint au niveau des dimensions, au niveau des conditions de vie, et qui évidemment, voilà, il y a d'autres projets pour le faire dans différents contextes. Et puis, on en fait donc une documentation de différentes manières. Moi, je m'occupe de la partie rédactionnelle des tutoriels, par exemple, qu'on va diffuser après en open source sur notre plateforme, qui est un peu un Wikipédia des low-tech. On fait aussi des épisodes, des petits films à chaque escale avec Arte. Donc en fait, chaque escale donne lieu à un épisode de 25 minutes d'une série qui est diffusée après sur Arte. Et on fait aussi des tutoriels, là vraiment vidéo, qui vont se diffuser là prochainement sur le média internet brut, pour essayer de toucher aussi de plus en plus de gens. Et donc voilà, pour un autre exemple, là récemment on était au Cambodge pour aller étudier comment faire du biodiesel avec de l'huile de friture usagée, voilà, faire du savon. Donc ça c'était la première partie de l'expédition. On est parti de France en 2016. Donc voilà, il y a eu plusieurs escales partout en Afrique, au Brésil, au Sud, et voilà, on était arrivé en Thaïlande. Entre temps, Corentin lui a mené un autre un peu projet pour essayer de vivre vraiment en autonomie avec tous ces low-tech là sur une plateforme qu'il a construite en Thaïlande pour essayer de vivre en autonomie pendant 4 mois avec ces systèmes là et essayer d'avoir un retour d'expérience vraiment là-dessus. Donc voilà, c'est pour ça que ça fait un peu de retard. Et donc là, on repart depuis janvier sur la phase 2 et on en est donc aux Philippines. Et voilà, on va se diriger après vers Taïwan et le Japon assez rapidement.
pour après traverser l'Amérique du Nord et on finira par l'Amérique centrale. Voilà, où il y aura sûrement encore une autre expérimentation de Corentin là, sur une plateforme comme ça autonome avec tous les systèmes qu'on a rencontrés depuis et pour essayer de créer aussi des liens entre ces systèmes parce que la plupart du temps on a été les documenter, ils étaient utilisés de manière seule parce qu'ils répondaient à un besoin et on s'est rendu compte en fait que utiliser un peu des fois en symbiose où l'un peut permettre voilà, d'améliorer l'autre et compagnie. Du coup voilà, ces interactions-là nous intéressent bien aussi. Voilà nos petits contacts. Et sinon, un peu dans l'actualité, en France, on est en train de sortir un hors-série avec le magazine Socialter pour vraiment parler de la low-tech. Et on est assez content puisque finalement cette thématique de low-tech est en train de globalement de se démocratiser en France, un peu partout dans le monde. Donc on est content d'être à l'initiative de ça un petit peu. Et puis voilà. Autre actualité, du coup l'habitat low-tech, la tiny house qui regroupe un peu tous les systèmes low-tech, l'inauguration se fait le 25 mai à Concarneau, et donc le samedi 25 mai, et donc c'est ouvert à tout le monde, donc si vous voulez voir concrètement ce que ça peut faire d'intégrer ces systèmes-là dans un habitat, vous êtes tous les bienvenus. Sur les réseaux, il y aura de la communication qui sera faite assez rapidement, mais le 25 mai à Concarneau, si ça vous intéresse. Voilà, maison low-tech dans la vraie. Voilà, merci à tous de nous avoir invités et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Qu'est-ce qui est le plus excitant dans le projet et qu'est-ce qui est le plus difficile dans le projet? Le plus excitant, je crois que c'est qu'on va à chaque fois rencontrer des gens et qui sont passionnés à chaque fois parce que soit c'est leur invention, soit c'est leur projet. Et nous, on arrive là vraiment pour recevoir et apprendre avec eux. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant à chaque fois parce qu'on rencontre des entrepreneurs ou des gens qui sont assez exceptionnels à chaque fois. Le plus difficile, des fois, c'est les trouver. Parce que c'est des gens des fois qui ne communiquent pas beaucoup sur tous les réseaux et donc on n'a pas forcément... voilà, c'est un peu le boulot que j'ai fait tout cet été, c'est de les trouver. Donc il faut essayer d'infiltrer un peu les bons réseaux sur place, de gens qui sont déjà dans ces milieux-là, et puis pouvoir petit à petit se dire attends, lui il fait quelque chose de cool, et puis voilà, on arrive comme ça petit à petit, mais des fois c'est pas évident. Le magazine Socialter, il est en France Ouais, il sera principalement en France, je crois en Belgique aussi. Globalement, il sera en français, je crois. Socialter, c'est un média français qui fait, je crois, publie un magazine tous les 3 mois ou un truc comme ça. Et ils font aussi 2 hors-séries par an. Et du coup, ils nous ont contacté, il y a eu un partenariat fait pour. Et ce sera dans principalement en France. La presse en France. Alors peut-être, c'est dans d'autres pays francophones, mais très peu avancé. Voilà, si vous voulez passer à autre chose, vous pouvez couler maintenant. Non, il y a 10 minutes de questions. Alors n'hésitez pas. Non, voilà. Bon, en tout cas, on est super content. Enfin, moi, à titre personnel, qui vient de la région, je suis super content qu'en tout cas, à Brest, il y ait des initiatives comme ça qui fleurissent un peu autour de la recherche scientifique, de l'open source. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment bien que notre région, qui a en plus l'appétence pour ça, se bouge, quoi. Et donc, voilà, merci à vous d'être venus d'aussi loin, en plus, jusqu'à Brest. On est super fans de votre projet et pour nous que vous venez passer du temps à partager, c'est un grand privilège, quoi. Merci. Ouais. C'est pour ça qu'on nous met aussi en ligne et ça va le publier. Ok. On a déjà entendu parler de votre projet à Hong Kong et d'ailleurs on s'est déjà eu au téléphone, je pense, avec Corentin. Ah, ok. Ouais, mais et on a rencontré aussi Mélanie qui connaît pas. Ouais, on a passé beaucoup de temps avec elle au Cambodge et à Singapour là dernièrement. D'accord. Donc voilà, on vous suivait de près ou de loin, mais c'est sympa de se rencontrer du coup. Nous en fait on est plus dans les high-tech, mais oui. on est très intéressé d'apprendre beaucoup plus dans les low-tech aussi, parce qu'en fait souvent ça a plus d'impact social les low-tech que les high-tech. Et comme nous, ce qu'on veut, c'est l'impact social, on pense aussi qu'on va apprendre aussi beaucoup de vous. Ah oui, totalement.
Enfin, 50 ans de partie. Et moi j'ai entendu parler de Corentin par Georges Pernu. Oui, oui, ça fait bien. Ouais, ouais. Et on souhaite renouveler l'événement l'année prochaine. Donc, si Bah ouais, partie prenante de l'événement, ça sera chouette. Parce qu'il y a plein de gens de terrain. Allez, on fera la séance photo après les conférences, le festival, tout le monde va être là. On va enchaîner sur la conférence suivante. ça marche, pas de problème. Merci beaucoup. Et il y en aura une autre après. Moi, c'est sécurisé. Bien, bonjour à tous, merci pour votre invitation. Donc, je me présente, Alex Vernier, je suis président de l'APEX. Donc l'APEX, c'est l'Association pour l'étude et la conservation des célaciens. Célaciens, c'est un terme qui n'existe plus. Il faut dire élasmobranches, donc ce sont les requins et les raies. Alors, rapidement, présentation de l'association. Donc c'est une association brestoise qui est née il y a bientôt 22 ans, en l'été 2097. Donc, il agit en faveur de la protection des requins et des baies. D'abord par des programmes de recherche scientifique, donc des études et des suivis pour améliorer les connaissances. Je reviendrai plus en détail après. Également des actions de sensibilisation et d'éducation environnement, donc des animations scolaires, des animations en public, des conférences, des expositions. Le but étant de mieux faire connaître les requins et les baies comme étant présents dans notre patrimoine marin, notre patrimoine français. Et puis un troisième axe, c'est de l'expertise, donc offrir notre expertise aux décideurs et aux gestionnaires, pour les accompagner dans la construction de mesures de gestion, en fait. La mise en place de mesures de gestion, donc le but donc, est toujours dans une optique de conservation des espèces, puisque nous travaillons sur des espèces qui sont la plupart menacées et puis surtout sont encore très mal connues. Donc l'association, il y a 2 salariés, et puis une prestation d'adhérents. Il y a un peu chevauché là, on est aussi, on a 20 ans d'expérience de domaine des sciences participatives. Donc à la fois on travaille sur des programmes dont le but est d'améliorer, d'amener des nouvelles connaissances, des données, mais qui en plus a fait participer le grand public, et donc a aussi un gros volet éducatif. Je vais aller plus en détail sur notre programme de sciences participatives. Avec le premier, c'est le programme national de recensement des observations de requins pèlerins, qui a été créé en 1997 en Bretagne et lancé à l'échelle nationale en 1998. Donc qui invite les usagers de la mer simplement à signaler les observations, donc des observations opportunistes, sur l'ensemble du littoral français. Donc requin pèlerin, le deuxième plus grand requin du monde, qui peut faire jusqu'à 15 mètres, et qu'on peut croiser dans nos eaux, dans les eaux tempérées et froides, et plus particulièrement dans les eaux bretonnes. Donc voilà, c'est l'objectif, c'est de servir de voir un peu les grandes tendances et les phénomènes un peu particuliers chaque année et d'identifier les hotspots d'observation. Ça fait 20 ans donc le programme il existe. Cette année on va sortir un bilan justement des 20 premières années. Donc on peut voir, c'est de l'opportuniste, c'est des données opportunistes, et donc c'est assez chaotique. Il y a des années où on a des requins, d'autres moins. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas présents, ils peuvent être plus en profondeur, parce que c'est un requin qui remonte à la surface justement au printemps, en été. Et puis là vous avez une carte avec justement les observations sur l'ensemble du littoral français entre 1998 et 2017. Et donc on voit justement apparaître 2 hotspots. Les 2 plus grands, donc c'est l'Iroise, juste ici en fait, et puis le secteur des Glénans. Donc tout le Finistère, et puis ça déborde aussi sur le Morbihan, Montpellier et Rouen. Je reviendrai justement sur le hotspot par la suite, mais je vais d'abord parler d'un deuxième programme de sciences participatives, c'est le programme Capora pour le calcul de de rêve. Donc là, ça fait pendant 10 ans en fait, on l'a lancé en 2005 à l'échelle de la Bretagne et en 2008 à l'échelle de la France. Et pendant 10 ans, on a fait appel au grand public
pour recenser les capsules de degrés. Donc c'est des petites coquilles vides qui ont hébergé un embryon et qui viennent ensuite s'échouer après la naissance, qui viennent s'échouer sur le littoral français. Et donc les œufs, c'est comme des oiseaux, une poule ne prend pas le même œuf qu'une autruche, là c'est pareil, on arrive à identifier les espèces et l'objectif c'est d'identifier d'abord des secteurs d'échouage massifs de capsules pour ensuite essayer de trouver donc, des zones importantes pour leur reproduction. On imagine que si beaucoup de capsules viennent s'échouer à un endroit, c'est certainement qu'il y a une zone de ponte à proximité. Voilà, donc ça fait 10 ans, là on a arrêté le programme, on est en période de bilan justement, et de réflexion pour la suite. Et puis c'est tout un réseau de structures relais qui nous accompagnent sur ce programme, qui fait en ce moment encore la sensibilisation, des animations, etc. Il y a un réseau Sentinelle également qui fait des suivis de plages, donc ils vont vraiment suivre à des rythmes, vraiment des fréquences données, donc ça peut être tous les 15 jours, tous les mois, une plage en particulier, donc des plages justement les gros échouages. Et puis on a aussi lancé j'en reviendrai juste après peut-être, une opération de capsule marquée en bêta monnaie, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà le genre de résultats qu'on peut obtenir justement, donc ça c'est pour une espèce, l'arrêt donc c'est l'arrêt brunette, c'est la capsule qu'on retrouve le plus sur le littoral français. Et donc on retrouve justement des zones d'échouage assez importants. Donc ça va être dans l'estuaire de la Gironde, en Loire-Atlantique, également sur la façade ouest du Cotentin. C'est vraiment les secteurs où on a le plus de ces échouages. Et puis une deuxième espèce où on a beaucoup de données, donc c'est l'arrêt bouclé. On va retrouver l'estuaire de la Gironde, la baie de Douarnenez en ce qui nous concerne, baie de Carnot également, et puis après toute la façade est de la Manche, avec un gros paquet là sur les secteurs des estuaires picards, donc Essonne, baie de Tille, baie de Canche. C'est la même en Méditerranée? C'est la même espèce? C'est la même espèce en Méditerranée. C'est le same species in Méditerranée. Alors juste, je reviens sur pourquoi on a marqué des capsules justement baie de Douarnenez. Donc c'est justement un secteur d'échouage massif. Donc on a été posé à 7 endroits différents, je ne sais plus combien, 700 capsules je crois au total, à 7 endroits différents, donc avec des perles qu'on avait collées dessus, des 7 couleurs différentes. L'objectif était de voir justement où elles allaient s'échouer. Pour l'instant c'était mis juste en test de manière complètement aléatoire, au hasard, vraiment dans la baie, et pour voir justement si ça pouvait fonctionner. Et l'objectif c'est de remonter la source, essayer de retrouver une zone de ponte en baie de Douarnenez. Alors en sciences participatives également, on participe au programme Vigimère. Donc c'est un collectif d'acteurs, en fait le but est d'améliorer justement les réseaux au niveau des sciences participatives. Donc cela sur le milieu marin et littoral. Je vais passer ça rapidement quand même, mais dire qu'on on est membre du comité de coordination, et puis on travaille sur différents groupes de travail, et notamment là sur 2019, on va travailler pour faire en sorte que les sciences participatives soient plus représentées au sein des programmes de la TCSMM, donc c'est la directive cadre sur le milieu marin en fait, donc toujours pour améliorer les connaissances. Donc c'est une directive européenne en fait. Alors ensuite on fait des actions de suivi par satellite. Alors, déjà sur une espèce, sur le requin pèlerin, et puis là on va pouvoir se lancer sur une deuxième espèce qui est le requin top. Donc, je vous présente déjà pour le requin pèlerin. Ça fait depuis 2005 qu'on travaille sur le requin pèlerin dans le secteur des Glénans, justement un néospot où on va l'observer. Et depuis, après plusieurs tentatives, on a vraiment lancé un programme qui s'appelle Pélargos, un programme de marquage, de poste de balise en fait, puisque une des grosses interrogations c'est savoir ce qu'il fait, où est-ce qu'il va. On l'observe au printemps, donc surtout au mois de mai-juin, les observations ont commencé à arriver. Et puis après on ne sait pas ce qu'il fait. On ne savait pas trop. Donc voilà, le but c'est de poser des balises de suivi par satellite, donc c'est le système Argos, pour voir les déplacements à grande échelle de ces espèces. Alors on a posé 2 systèmes de balises déjà. Système de mini-pat, donc c'est une balise qui va enregistrer, c'est un peu ce que vous m'avez montré tout à l'heure, qui va enregistrer la pression, la température et la luminosité, qui va enregistrer les données. Alors, on va fixer donc la balise sur le requin, et elle va se décrocher au bout d'un moment, donc là au bout d'un an, on va pouvoir avoir des profils de plongée et également
une traduction un peu du parcours que le requin a fait. Donc ça, c'est une balise qui était posée à l'île de Man en 2009. Premier test qu'on a réalisé. Et puis un deuxième système de balise, donc c'est une spot, donc toujours système Argos, qui elle va enregistrer dès que la balise sera en surface. Donc dès que le requin viendra en surface. Et là en l'occurrence, donc c'est un requin qu'on a baptisé Anna, qu'on a marqué en 2016, marqué donc au Vénan. On l'a suivi, donc remonté donc, en Irlande jusqu'en Écosse, et puis après on a perdu trace, et il est apparu en janvier du côté des Canaries. Cette année, on a une arrivée qui était encore plus bas, qui est allée jusqu'au Cap-Vert. C'est vraiment la donnée la plus au sud qu'on ait pour l'instant sur cette façade de l'Atlantique. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas rentré ou vous avez simplement perdu tout le signal? Là, oui, c'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé en surface. Pendant ce temps-là, en fait, on sait qu'il est en surface, on va dire entre avril et septembre. Après, on le perd totalement. Donc, mais par contre, de temps en temps, apparemment, ça lui arrive quand même de remonter un petit peu à la surface. Ça peut être quelques heures, quelques jours. Et donc, là, c'est une donnée. Et celle de cette année, il y a eu il y a quelques jours, le 1er avril, je crois, une blague, non donc, une information pour laquelle elle est plus vert. Donc, maintenant, on attend qu'elle remonte vers nous. Il est sur quelle profondeur sur le il reste plutôt sur le plateau continental, donc il va descendre 200 mètres maximum. Il peut descendre, je pense, plus profond, mais après on n'a pas assez de données de toute façon pour savoir. Nous, les balises, elles ne peuvent pas aller si profond. Juste pour dire que sur ce programme-là, on a déjà participé à l'océan Aquathon pour développer une application qu'on va appeler Pelagos User, qui est déjà finalisée cette année. Donc c'était l'année dernière, et donc l'objectif c'était de visualiser facilement les données de suivi de requins pèlerins équipés de balises satellites pour le grand public, qu'on puisse aller sur internet, voir où en sont nos requins justement. Et puis permettre aussi de coupler les trajets des requins avec des données environnementales, des activités humaines pour aller justement aider dans nos analyses. Voir justement si les secteurs qu'ils fréquentent sont des secteurs de pêche, éviter les captures accidentelles par exemple. C'est là parce que et puis donc sur Requin Top, on voudrait faire la même chose. Et on a testé justement la pose d'une première balise. Donc là, c'est la balise, pareil, c'est le premier système de balise sur le secteur des sept îles, donc dans les côtes d'Arnor. Parce que en fait, c'est une espèce qui est vraiment plus au large normalement. Et depuis 7-8 ans, on a plein d'observations justement à la côte. Sur la côte des Antilles, en fait, on est vraiment au large de Boumanak. Et donc on a tenté de poser une balise avec des guides de pêche, donc là on a juste de le capturer par contre, et donc de poser des systèmes d'accroche, de double accroche, parce que c'est un requin qui fait des sauts pour chasser, donc voilà, on a testé un nouveau système. Nouveau, mais ça vient prometteur, et la balise s'est décrochée au 1er mars, donc c'était le 1er septembre 2018, elle s'est décrochée au 1er mars, donc c'est en cours d'année. Voilà, j'ai terminé. Question. Question sur les données opportunistes des requins pèlerins qui sont observés. On les renseigne comment et la question est aussi pour est-ce que vous utilisez des plateformes collaboratives comme Assemblée ou choses comme ça pour ces données-là En fait, depuis nous 20 ans, donc les observateurs peuvent le signaler soit par téléphone, soit en remplissant une fiche d'observation ou en remplissant un formulaire qui est directement sur le site internet. Mais depuis quelques années, effectivement, on est également sur le réseau Haute en mer, on peut signaler les observations de requins pèlerins qui est sur ce réseau-là. La plateforme. Après, c'est pas toujours facile à récupérer. Ouais. Est-ce que vous voulez traquer en direct les signaux GPS sur les sites? Si vous voulez mettre en pub, si vous envoyez comme sur internet les positions GPS, c'est du direct ou il y a un délai entre chaque alors c'est pas du GPS déjà, c'est le système Argos parce qu'en fait justement le premier système c'est que la pression température, donc c'est pas du direct du tout puisqu'il faut attendre 1 an pour le récupérer. Elle va remonter à la surface et envoyer le système au satellite. Par contre, l'autre système, le système où ça émet dès que le requin est en surface. Alors, il faut déjà avoir une sacrée précision, une bonne précision, parce que là, les 3 requins pèlerins qu'on a marqués l'année dernière,
ils mettent de temps en temps, mais c'est pas assez longtemps pour savoir où ils sont en fait. Il y a juste une là qui a mis assez longtemps, donc on a su qu'elle était au Cap Vert. Mais on le sait quasiment en direct. Parce que je m'inquiétais du fait que ce soit public. Ça peut peut-être que les gens vont être curieux d'aller voir. Et ça peut être aussi dangereux de savoir où est un requin. Ouais, c'est une question qui se pose notamment dans les programmes de sciences participatives. Je pense par exemple à un programme qui a été lancé à Mayotte, où les gens pouvaient signaler toutes les observations de mammifères marins. Et en fait, ça a été créé, on rentre ça sur le site internet et tout était décalé. Ça n'apparaissait pas tout de suite, ça apparaissait au bout de 48 heures peut-être, volontairement, pour que tout le monde n'aille pas sauter sur l'espace, pour faire du tourisme en fait. Donc vous savez ce que c'est. Là après, c'est pas évident à trouver de toute façon le requin pèlerin, c'est pas non plus une précision de dire que le requin il est là, au bout de la pointe. Il est sur un secteur et après il faut encore sur autre chose. Ça vous inquiète pas quoi que... Pour l'instant non, mais c'est effectivement une question qu'on peut étudier. Peut-être que de ne pas le diffuser en temps réel avec un léger décalage, pourquoi pas. Est-ce que vous aimez cette plateforme? C'est quoi Search. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est une direction dans laquelle vous allez aller ou vous pensez dans une direction différente pour faire connaître ou sensibiliser les gens? Est-ce que vous voulez créer votre propre plateforme ou retrouver une plateforme je sais rien moi pour l'instant. Voilà, j'ai pas trop participé justement à ce qui s'est fait sur Aquathon. Mais l'objectif c'est non, pas forcément notre plateforme, ça peut être lié justement. En fait, il y avait même déjà une plateforme dans le système Argos, vous voyez toutes les balises qui pouvaient poser sur les tortues, sur les mammifères marins, sur différents pas nombreux sur les requins. En fait, elles ne fonctionnent plus. Et c'est là on s'est dit, pourquoi pas en faire une nous-mêmes et en plus accessible au grand public. Voilà. Est-ce que la population des cétacés, elle est en chute rapide ou qu'est-ce que c'est la dynamique de la population ici? Alors, c'est difficile à répondre. Alors, déjà, si tu me parles d'une espèce en particulier dans l'ensemble, par exemple le requin pèlerin, depuis tout ce qui est en marin et en plus sous l'eau et qui n'apparaît pas souvent, c'est très difficile à étudier la taille des populations. Il y a plein de systèmes maintenant, on essaie de le faire avec la génétique et autres. Pour le requin pèlerin, effectivement, depuis quelques années maintenant, on observe, c'est surtout les Britanniques, les Anglais, les Irlandais, notamment Cornouailles, ils s'inquiètent vraiment de voir une diminution nette d'observation depuis 5-6 ans. Pourquoi on n'en sait rien, puisque de toute façon l'espèce maintenant on n'a plus le droit de la pêcher, on n'a plus le droit de. Voilà, mais. Par contre, ce sont des espèces qui mettent beaucoup de temps à se reproduire, qui ont une croissance qui est très très lente, qui font très peu de petits, qui ont une maturité sexuelle tardive. C'est quoi un peu l'objectif final de recueillir toutes ces données sur les requins? Est-ce que c'est pour les protéger ou pour avoir ou juste recueillir des données scientifiques? Nous, les données, en fait, elles vont servir plus à apporter peut-être des conseils, justement apporter notre expertise. L'expertise a des organismes qui sont plus décideurs, en fait, et notamment tout ce qui est marine protégée. Si on sait que telle espèce est fréquente à tel moment dans l'année, sur un secteur qui peut, sur une marine protégée justement, on peut voir déjà si elle est efficace, si elle sert justement cette espèce-là dans le secteur, et puis peut-être prendre des mesures par exemple par rapport à la pêche. Là, les œufs d'oreille, si on sait à quel endroit, si on arrive à découvrir une zone de ponte, on sait qu'une espèce est menacée, on pourra proposer la pêche sur tel secteur, à tel endroit, à tel moment de l'année. En fait. Voilà. C'est juste pour être force de proposition en pêche. Merci. Ken, Edith, it's your turn. Pardon. Martin? I think, yeah. Ah, ok, okay. Ah, oui, ok. Bon, c'est bien aussi.
En fait, moi j'ai atteint cette association parce que je prépare un tour du monde à la voile et je cherche en fait pendant mon tour du monde à équiper mon bateau de solutions pour observer que ce soit les mammifères marins, les déchets macroflottants et puis l'état du plancton. Donc l'association VM répond à ces questions-là en proposant en fait de faire un lien entre les navigateurs et puis les centres de recherche à échelle nationale et européenne. Donc voilà, le but c'est simplement de faire une interface entre des personnes comme moi et les organismes avec qui le BM travaille. Il y a l'IFREMER avec qui on travaille. Il y a le Muséum national voilà. Donc ce qui est intéressant, j'ai rejoint cette association, c'est la formation qui va être mise en place pour me permettre d'utiliser des accessoires, des outils qui vont me permettre d'aider la science dans ses recherches. Donc l'association a été créée en début 2011 et cherche aujourd'hui, qui a d'abord commencé en fait à donner aux navigateurs des outils assez complexes, à poser des balises pour essayer de faire des repères. C'est quelque chose qui a été difficile à mettre en place parce que souvent en fait les gens qui soutiennent, qui rentrent dans ce cadre associatif ont des petits bateaux et donc des moyens assez limités. Donc là, depuis 2 ans, l'association travaille exclusivement sur la recherche par le téléphone portable et toutes les applications qui vont pouvoir avoir lieu. Notamment des analyses assez précises aussi de la densité du plancton qui peuvent être faites grâce au téléphone. C'est très intéressant. Donc ça c'est les relevés qui ont été faits en mer en 2018. Et donc c'est grâce à Ecolibri qui a été le membre le plus actif, qui a fait un tour du monde à la voile sans déchets et qui ont permis d'informer les centres de recherche. Nous, on va être à la recherche d'équipements, par exemple comme la sonde que vous avez créée, qui prend à la fois pas beaucoup de place, mais qui puisse être embarqué à bord, être utilisable sans beaucoup de sources d'énergie. Et voilà, des solutions embarquées. Alors, on travaille beaucoup sur les macro-légers qui aujourd'hui explosent un peu partout dans le monde, sur lequel aussi des écosystèmes viennent se créer, aussi des cargos, des conteneurs sur lesquels des algues, des poissons se mettent autour. Et donc voilà, c'est un travail de recensement pour essayer de savoir un peu tout ce qui flotte dans les océans aujourd'hui. Donc avec les chiffres qui sont exponentiels sur le nombre de conteneurs. Il n'y a que les conteneurs frigorifiques qui flottent. Mais voilà, c'est beaucoup. Donc voilà, donc, observation des animaux marins. Excuse-moi, est-ce que vous pouvez plus proche? Oui, et d'où c'est par ici. Hein. Ouais. Oui. Je pourrais parler plus près, mais comme je déboule un peu dans l'association, j'ai pas beaucoup de... le phytoplancton, c'est la technique qu'on utilise pour relever la densité de phytoplancton, c'est une espèce de panneau en bois circulaire qu'on va mettre à une profondeur plus ou moins grande si la densité de plancton est faible. Donc, du coup, c'est un moyen assez précis qui permet de suivre l'évolution en surface de la quantité et l'état du plancton. Solution que j'embarquerai à bord pendant le voyage.
personnes qui vont rester près des côtes et faire des petites sorties plus au week-end. Donc les informations près du littoral sont plus rares que les grands voyages, parce qu'il y a plus un réseau de voyageurs en fait, au sein de l'association que de petites promenades pour quelque chose pour recherche. Tous les intervenants sont bénévoles. Et merci Jean-Louis. Alors voilà, les projets en 2019. Donc inciter les équipages à prendre plus de photos et de vidéos grâce aux applications qui ont été mises en place. C'est quelque chose en fait, qui a ralenti l'activité de l'association, c'était de faire communiquer les informations au fur et à mesure. Il y a souvent des tonnes d'informations qui étaient gardées sur le bateau et jamais transmises. Donc aujourd'hui, il y a cette application qui va permettre du coup à la fois de réunir un plus grand nombre de personnes capables de contribuer à la recherche, chacun sur son bateau, et puis surtout voilà, d'avoir accès à un plus grand nombre de personnes. Voilà. Voilà, parce qu'il y a le travail de formation aussi pour que chaque personne puisse être consciente de ce qu'il voit en mer, de reconnaître les animaux marins et pouvoir apporter des données fiables. Donc ça c'est une part importante dans la formation de chaque personne avant le départ pour avoir une information juste. Alors ça c'est la flotte virienne, le nombre de bateaux qui ont décidé de contribuer à cet effort-là. Bientôt le nombre de bateaux des neiges fera partie de ça. Du coup il faut que je respecte le timing. Donc voilà, une interface entre... Oui. Ils proposent des formations à chaque Voilà, des formations par visioconférence, donc qui vont sensibiliser chacune des personnes de manière individuelle. Et puis apporter des solutions adaptées en fonction du bateau qui va être disponible pour l'observation. Parce que c'est toi qui choisis les capteurs, le matériel que tu envoies. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que c'est une discussion qui va se faire entre nous en fonction de nos espaces disponibles et voilà, où est-ce qu'on va, dans quelle zone géographique on se situe. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place d'accord, avec, par exemple, moi qui suis l'exemple de la personne lambda qui va aller naviguer. Et voilà, donc je travaille avec eux. Et eux, ils centralisent en fait, ils savent où aller chercher. Ils centralisent, en fait, ils répondent aux attentes des recherches, des différents centres de recherche, les missionnaires, les muséum d'histoire naturelle à Paris qui eux s'intéressent aux macro-déchets. Donc en fait, à chaque fois, ils ciblent les demandes scientifiques pour obtenir les informations qui sont recherchées. Et ils fournissent aussi les outils? Ils fournissent certains outils et là, ils apprennent à les fabriquer aussi parce que, par exemple, pour la densité de plancton, c'est quelque chose qui va être important pour les chercheurs et qui va être bête à récupérer parce que c'est simplement une opacité à déterminer. Donc, ils avaient développé à la base des balises qu'ils ont mis de côté pour centrer. Ils sont quand même ouverts à tout ce qui va être ces objets qui puissent être embarqués, mais ils se concentrent plus sur voilà, le téléphone aujourd'hui pour réussir à récupérer les bonnes infos. Voilà, si vous avez des questions, Les déchets, c'est pas uniquement des containers réfrigérés. Non, c'est les gros et flottes. Mais après, il n'y a pas encore de système mis en place pour aller les récupérer et puis trouver une solution à ça. C'est quelque chose qui n'existe pas encore. Personne ne va récupérer les gros choses. Ça veut dire que les autres, ils sont maintenant. Ouais, 90%, 95%, peut-être 90%, ouais.
tombe. Voilà. Ou si vous avez des idées, astuces qui pourraient contribuer à la recherche d'une manière ou d'une autre. Votre bateau il va partir dans combien de temps? Mon bateau il va partir, c'est un projet qui a été vu sur 4 ans, qui respecte en fait simplement 4 ans imposés par les routes, les courants favorables, suivant les vents favorables, en étant à peu près à la bonne saison au bon moment. C'est un tour du monde qui permet d'être relativement voilà, dans les règles, pas besoin d'aller vite. Est-ce que vous formez une communauté entre vous et tous ces organisations? Ben non, pas encore. Ben, je pense que eux oui, moi non. Et, là, je vais la rejoindre très prochainement. C'est tout naissant, là. J'ai été appelé hier pour venir. Voilà. Mais voilà, j'intègre le projet là, en cours de route. Votre prénom c'est Martin. Et votre nom? Droit, 0 idée. Donc vous pouvez le constater. Nos amis de Hong Kong, ils disent mais comment ça se fait que autant de Français arrivent à changer de style de vie et à faire le tour du monde en bateau Qu'est-ce qu'il y a en France qui permet? Il y a moins de peur parce qu'on peut on peut se plonger dans l'inconnu d'une manière plus facile parce qu'on a toujours l'impression d'avoir un réseau de gens où on va qui puissent à la fois garder un contact avec nos proches, avec les gens avec qui on travaille. Et je pense que c'est une manière de penser qu'Internet a complètement changé. On ose plus aujourd'hui faire des choses qui nous tiennent à cœur on est plus rassuré, je pense, d'une certaine manière, avec plus d'outils qui nous relient tous. Qu'est-ce que vous allez chercher pour vous? Pour mon idée de naviguer? Oui, qu'est-ce que c'est votre quête? Ma quête à moi, suivre l'étoile. Ma quête, c'est de naviguer, écrire, et puis diffuser un état d'esprit, et puis un mode de vie surtout qui va être assez difficile à mettre en place comme l'Evotech, mais qui à la fois va inspirer des personnes pour trouver ces petites astuces, ces petites manières de vivre autrement, qui sont plus respectueuses de l'environnement. À la base, c'est l'environnement aussi. En suivant l'itinéraire, est important pour moi de suivre les courants portants dans ce monde et les vents portants pour avoir un rythme plus plus terre à terre en fait. Bonne chance. Sinon, vous avez évolué comment économiquement? Je suis moniteur de voile et puis j'ai beaucoup travaillé dans les fermes en voyageant en Australie, aux États-Unis. Je suis skipper avant tout et je travaille sur la Seine à Paris pour je change de métier. Tu entendu parler de Loss of Your... en anglais, c'est 4 amis là, qui sont partis, c'est encore lié aux requins, mais pour les nager justement avec les requins, les 5 espèces de reptiles les plus dangereuses, qui sont partis en voilier depuis février, je crois qu'ils sont partis. Ils sont actuellement janvier, et qui ont déjà vu 3 ou 4 espèces visées, et qui sont pour l'instant au Mexique ou au Panama. Mais peut-être à rentrer en contact avec eux pour aussi partager des expériences. Et pareil, ils veulent être le plus propre possible, ils veulent cultiver des algues, et ils participent aussi à des programmes justement de récolte, de données sur macro-déchets aussi, je crois. Merci.
fais un site internet que je partage. Deneb au vent. Deneb au vent. D-E-N-E-B. A-U. Kennedy. Bon, bah, on enchaîne du coup avec l'Astrolabe Expédition. Bonsoir à tous. Du coup, je me présente, je m'appelle Yann et je vais vous présenter l'association pour laquelle je suis très actif en ce moment. Astrolabe Expédition. Donc, Astrolabe Expédition, c'est une association qui est partie, qui a commencé il y a de ça quelques années sur plusieurs constats. Le premier étant que l'océan, c'est une zone vaste aujourd'hui, qui est primordiale à la fois pour la survie la survie de la planète et qui est surtout largement inexplorée et en particulier la haute mer. Donc en fait, partant de ce constat, on s'est dit qu'il y avait vraiment un vrai travail à faire pour améliorer les connaissances à grande échelle sur les océans. Et de là nous est venue l'idée en fait, de transformer les voyages de plaisanciers en expéditions scientifiques. Donc pour ça, en fait, on a décidé le moyen d'action que l'on a, c'est de créer des programmes de sciences participatives. Donc les grandes valeurs de l'association, en fait, c'est la première, c'est d'impliquer, c'est-à-dire que on parlait hier de programmes de sciences participatives avec beaucoup de programmes où le citoyen est vu comme un outil de collecte. En fait, on s'est dit que le citoyen avait une vraie place entière dans la construction des programmes de sciences participatives. Donc ce qu'on fait, c'est que nous, on va co-construire des programmes de sciences participatives avec les chercheurs. C'est-à-dire que les citoyens vont être impliqués à la fois du début, c'est-à-dire à la fois sur la question de recherche, mais aussi sur la définition des protocoles et dans l'innovation, donc sur la création d'outils océanographiques. Donc le deuxième valeur qui est innover, c'est-à-dire qu'au sein de l'association, nous créons des outils océanographiques open source, low cost, et il faut qu'ils soient à la fois duplicables par tous et en même temps adaptés à l'utilisation sur un voilier de plaisance. Fédérer, en effet, créer, pour nous, le but est vraiment de créer un réseau de citoyens, de plaisanciers et de scientifiques pour qu'ensemble on puisse agir sur les océans. Et donc de comprendre en transformant donc, ces voyages de plaisanciers en expéditions scientifiques. Il faut savoir qu'on estime qu'il y a à peu près 14 000 bateaux de plaisance en permanence en haute mer. Donc en fait, il y a une vraie opportunité aujourd'hui pour aller chercher de la donnée à grande échelle sur les océans. Donc comment on fonctionne, ce que je disais, c'est qu'on co-construit nos programmes de sciences participatives. Et donc pour ça, en fait, on va créer un cercle, c'est-à-dire que on va se baser à la fois sur les scientifiques qui sont là, qui ont besoin de données et qui ont une vraie expertise et sur les groupes de citoyens bénévoles et les Fab Labs, les makerspaces comme l'Open Factory dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui disposent à la fois, qui sont des lieux où on peut retrouver des compétences, des outils et sur lesquels les citoyens peuvent se retrouver et innover. Et donc, comme je disais, les plaisanciers. Donc vraiment, le but de l'association, c'est de faire ce lien entre toutes ces communautés qui ne sont pas forcément toujours ensemble et dans un but commun qui est à la fois l'innovation technologique et sociétale, parce que dans ce cas-là, on permet à la fois aux citoyens de s'impliquer dans une thématique aussi compliquée que la recherche et l'exploration océanographique. Et en même temps aussi, sur un enjeu aujourd'hui qui est assez important, qui est aussi l'ouverture de la recherche pour les citoyens.
programmes de sciences participatives qui sont en développement, qui sont à plusieurs états, certains sont plus avancés que d'autres. On a sur des 5 grandes thématiques qui sont les courants marins, donc avec l'état et l'étude physique et chimique de l'océan, le corail profond, le plancton, les fonds marins, les cartographies des fonds marins en utilisant les champs magnétiques terrestres et les cétacés. Donc vraiment les 3 programmes pour le moment qui sont dans des états les plus avancés sont les 3 du haut, sur lesquels je vais me concentrer sur les prochaines slides. Sur les cétacés, on sommes en train de développer des hydrophones donc pour ajouter des observations acoustiques sur des observations visuelles. Et ces hydrophones en fait avancent très bien cette semaine. Donc le programme va avoir un prototype fonctionnel d'ici ce week-end qu'on va pouvoir tester en mer. Voilà. Donc n'hésitez pas d'ailleurs si ça vous intéresse, il y a une grosse équipe samedi au Capucin qui va travailler sur les hydrophones. Nous avons un programme qui est aujourd'hui déployé, un programme sur le plancton, donc Planctidex qui aujourd'hui, ce sont des prélèvements d'ichtyoplancton. Alors pourquoi ce programme? On travaille ici avec la station marine de Concarneau et en particulier avec 2 chercheurs, Cyril Gallu et Nala Michnet, qui travaillent sur l'ichtyoplancton. Donc l'ichtyoplancton, c'est des larves de poissons. Et en fait, le dernier recensement aujourd'hui qu'on a en France des larves de poissons, il date de 1967. Et c'était uniquement dans le golfe de Gascogne. Donc l'ichtyoplancton, toutes ces larves de poissons, c'est important parce que c'est un indicateur de santé des océans. C'est quelque chose d'assez critique. Et en même temps, en plus, toutes ces larves de poissons en fait, nous permet d'avoir une idée du stock futur. Et donc là, le but avec eux, c'est que les plaisanciers qui partent, on a développé un filet low cost qui répond aux attentes des scientifiques, donc avec les critères les plus importants sur la maille. Mais ce filet, en fait, on l'a documenté, on l'a créé, et tout le monde peut le fabriquer. Et il suffit juste d'aller par exemple chez Leroy Merlin, de prendre des bouts de tubes, et on arrive à avoir des choses qui sont relativement low cost et qui permettent quand même de ramener des données de qualité. Pour coupler à ça et pour ajouter de l'observation, on a développé aussi une petite plateforme qui transforme les smartphones en microscope pour de l'observation. À la base, c'était aussi pour avoir des observations en eau côtière, parce qu'aujourd'hui, les prélèvements biologiques de plancton sont uniquement autorisés dans les eaux internationales. Sinon, il faut des accords en fait, avec chaque pays, ce qui est très compliqué à mettre en place pour des programmes de sciences participatives. Donc, pour les eaux territoriales françaises, il n'y a pas de souci, mais pour tout ce qui est eau autre, même dans l'Union européenne, ça représente un vrai challenge. Oui, bien sûr. Du coup, quand par exemple un navigateur prend ce système, là il fait une transat et tout, c'est impossible pour lui de... Sur la transat, ça. Sur la transat, il n'y a pas de souci, on est dans les eaux internationales, en fait, donc c'est tout ce qui est 200 000 des côtes. Et donc justement, ces intérêts, en plus c'est des zones qui sont très peu échantillonnées, puisque difficiles d'accès. Voilà. Donc à la fin, à terme, en fait, le but de ce programme aussi, c'est de recenser toutes les larves de poissons, et surtout en particulier dans l'Atlantique Nord. On a très peu de données pareil sur les larves de poissons de l'Atlantique Nord, alors qu'en fait, paradoxalement, on a énormément de données sur le Pacifique. Parce qu'en fait, depuis des années, en fait, les scientifiques, quand il fallait financer une expédition, les gens ils finançaient une expédition dans le Pacifique et pas dans l'Atlantique et juste à côté. C'était plus pertinent. Voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve avec un grand gap de données sur l'Atlantique Nord. Le deuxième, ah oui. Et donc en fait, ce programme, on commence à voir les résultats, les retours de la part des plaisanciers, et certains des prélèvements en fait, ont été sélectionnés et vont être affichés sur les grilles du jardin des plantes au Muséum d'histoire naturelle dans le cadre de l'exposition sur le plancton qui a lieu là en ce moment. Et les photos, elles, resteront pendant 1 an sur les grilles. Donc là, par exemple, ça, c'est des échantillons qui ont été ramenés par des plaisanciers lors du transat. Et là, c'est pareil, c'est des échantillons qui ont été ramenés pendant le transatlantique. Donc, c'est les plaisanciers qui prennent des photos sur leur bateau. Alors, ces photos-là, non, elles viennent des scientifiques, des échantillons qui sont traités. Parce qu'en fait, là, c'était vraiment pour l'expo, donc il a fallu. L'image précédente, c'était de grande profondeur ou c'était de surface? Non, c'est de la surface. Ah, les filets à plancton, ils restent entre 0 et 2 mètres de profondeur.
Le deuxième programme, donc, qui est en cours de finalisation de prototypage, qui est, on peut vous montrer ici. Donc en fait, c'est une sonde de température et de salinité de surface qui va pouvoir permettre d'aller étudier les courants marins. Donc vous pouvez voir ici. Qui a été développé par l'association. Et l'intérêt de l'étude des courants marins, en fait, c'est les courants marins, c'est tout ce qui régule le climat et c'est ce genre de données aussi qui sont très peu accessibles parce que le matériel est très cher. Le nombre de bateaux ou de balises, comme on a pu voir cet après-midi pour ceux qui sont partis à l'Ifremer, sont aussi très coûteuses et donc difficilement déployées à grande échelle. Donc en fait, nous, ce qu'on a réussi à développer, c'est une sonde de température et de salinité de surface qui est en dessous de 1000 €, ce qui est très peu cher et qui permet en fait à tout plaisancier de prendre de la donnée pendant son voyage d'une façon assez simple en fixant ce boîtier à l'arrière. Il est autonome en énergie et il récolte des données qui peuvent ensuite être transmises directement aux scientifiques pour analyse. Le troisième programme qui est aussi en cours de prototypage et qui avance plutôt pas mal, c'est un programme qu'on développe avec l'université de Taipei à Taïwan. En fait, là c'est un scientifique qui nous a contacté qui en fait cherche un moyen d'aller observer les coraux profonds. Donc en fait les coraux profonds c'est la zone, ce qu'on appelle la zone mésophotique qui est située entre 30 et 100 mètres de profondeur et qui est en fait difficilement accessible en plongée ou en tout cas juste à des plongeurs professionnels. Et l'intérêt de ce programme, c'est qu'en fait les coraux profonds aujourd'hui on a beaucoup de données sur les coraux de surface et très peu en fait sur les coraux de profondeur. On sait que les coraux de surface sont aujourd'hui en danger, meurent, blanchissent, mais on a peu de données sur ce qui se passe en profondeur. Donc Under the Pole, qui est basé à Explore, commence d'ailleurs à ramener des données parce qu'eux sont des plongeurs pros qui peuvent justement descendre jusqu'à cette profondeur-là. Mais le but grâce à ce programme, ce sera de pouvoir déployer une nacelle qui descendra jusqu'à 100 mètres avec un retour live sur le bateau, un retour vidéo, pour en fait faire de la photo-identification de coraux et en plus d'associer tout ça à différents capteurs pour prendre les paramètres autour de la zone observée, donc température, pression, ces choses-là. Voilà un peu pour les trois programmes qui sont aujourd'hui soit déployés, soit en cours de déploiement. Et en plus donc voilà, donc ça c'est un peu les cartographies par exemple des 7 bateaux aujourd'hui qui font leur voyage autour du monde et qui sont équipés. Vous voyez un peu les zones qu'on peut réussir à couvrir avec juste 7 bateaux. C'est vraiment, il y a un potentiel énorme. Si, imaginons maintenant que si on arrive à équiper 14 000 voiliers, bon, voilà, rien que ces 14 000 qui sont en mer, le nombre de quantités de données qui peuvent être récoltées. Donc en plus des expéditions hauturières, on propose aussi aux gens de se former à la science avant de partir, grâce à des expéditions côtières. Donc pour ça, on a des week-ends sciences et web, donc on fait ça ici à Brest, sur des voiliers de plaisance. On a des week-ends sciences et web, où en fait, c'est sur 2 jours. On va passer une journée en mer, à vraiment apprendre à mettre en œuvre les programmes de science et se former sur les protocoles. Et une journée à terre, où là on va apprendre à fabriquer, à comprendre en fait comment fonctionne l'équipe de science. Donc que ce soit de la couture de filet de la pompon, mais aussi cueillir un arduino, toutes ces choses-là, vraiment pour que les gens puissent s'approprier les technologies qui sont utilisées. Et en plus, dans un cadre un peu plus important, en fait, le but aussi de démocratiser l'accès à ces expéditions. On propose des mini-expéditions qui sont sous un format 4-5 jours pour aller récolter des données de façon intensive, en côtier. Et qui permettent aussi aux gens de découvrir, d'avoir une première approche de la voile, des expéditions scientifiques en mer, et donc de se former sur 2 différents aspects. Donc voilà. Une petite phrase de Cousteau. Protège ce qu'on aime, on aime ce qu'on connaît. La mer, c'est aujourd'hui un milieu qui paraît quand même assez inaccessible, que peu de gens connaissent, mis à part les documentaires ou la plage. Et nous, vraiment, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent se réapproprier ce milieu et la recherche océanographique. Voilà.
you can find it in Brest in the port. Ça va faire 5 ans. On est basé à Brest et à Paris. En fait, on a commencé l'association. Cédric, à l'époque, a commencé l'association. Je suis arrivé il y a 4 ans maintenant. Donc, en relayant des programmes de sciences participatives qui étaient déjà existants. Et ensuite, donc, on s'est arrêté pendant quelques années pour vraiment développer nous nos programmes de sciences participatives à nous. Et puis aussi, il y a eu un gros travail qu'on a dû faire avec le travail avec les scientifiques, convaincre les scientifiques que les citoyens peuvent aller récupérer des données en haute mer qui soient utilisables pour leur recherche. Donc voilà, ça a été un grand travail. Et ils sont ouverts, ceux qui travaillent avec nous. En fait, les campagnes scénographiques, ça coûte très cher, il y a très peu de place. Et donc voilà, pour aller récupérer des données, au final, le PGC, c'est une plateforme assez incroyable pour les scientifiques qui en plus coûtent pas très cher. Est-ce que vous avez un ordre de priorité sur les 5 programmes ou c'est un peu plus vous répondez à la demande? Alors en fait, c'est pas, la priorité elle est vraiment fixée par. Elle n'est pas fixée par les scientifiques. Elle n'est pas fixée après les citoyens. Les plaisanciers qui partent pourront choisir les programmes qui peuvent embarquer. Là pour le moment, en fait, comment on fonctionne, c'est-à-dire que chaque programme est chapeauté par des responsables de programme qui sont des bénévoles de l'association. Et ces bénévoles, en fait, comme on dit, sont bénévoles, vont à leur rythme. Et donc, en fait, ça va vraiment dépendre de l'avancement du programme et du temps qui est mis pour le moment dessus. Les expéditions pétrolières réunissent 14 000 voiliers. C'est à peu près, c'est des chiffres, on va dire qu'il y a à peu près 14 000 voiliers en permanence en haute mer. Donc, il y a quand même beaucoup plus de bateaux qui circulent tout au long de l'année. Donc, qui pourraient nous envoyer des données continuellement. Pour l'instant, nous, on a 7 bateaux. Donc, en fait, on est surtout parti sur des programmes de plancton. Là, on le teste. On voit si ça fonctionne, si les gens peuvent, avec 7 bateaux, si on peut avoir un retour de données, est-ce que c'est facile à mettre en œuvre, est-ce que les filets peuvent tenir? Parce que bon, du coup, on reste sur du loco, c'est des choses qu'on fabrique nous-mêmes, qu'on fout. Est-ce qu'au bout d'un an, 2 ans, dans des conditions marines, est-ce que les filets peuvent continuer à rapporter des données de qualité? Est-ce que les gens restent motivés pour rapporter des données de qualité? Donc voilà, ça va, on en est un peu aussi dans l'analyse de ce programme avant de le déployer absolument des chasses. L'acoustique, ça s'est passé, pour l'instant, c'est intéressant. Alors, pour l'instant, on travaille avec des scientifiques de l'ENSA et on est en train de travailler avec une partenaire indiroise et l'AFD pour justement déterminer quelles sont les questions et les intérêts qu'on peut aller chercher. Donc là, on vient de finir d'établir le cahier des charges avec des fréquences, le type d'écoute. Avant de lancer le principal, on va prototyper quelque chose. Du coup, je ne sais pas si tu as déjà répondu, mais comment on fait pour rentrer? Il faut avoir un bateau, il faut devenir part de l'association et en cotisation. On est ouvert à tout le monde, et pas que scientifiques, pas que aux marins surtout. Du coup, sinon ça sensibilise plus grand monde, à part des gens déjà sensibilisés. Donc du coup, n'importe qui peut s'impliquer, peut venir, apprendre avec ou sans compétences. Tout le monde a des compétences, c'est ça l'intérêt. C'est que dans ce genre de développement de projet, de programme de sciences participatives, tout le monde peut apporter une compétence, à la fois que ce soit déjà des compétences acquises ou qu'il a déjà ou des compétences qu'il peut acquérir en apprenant auprès de l'association. Et tout le monde peut aussi embarquer, c'est-à-dire que soit sur des expéditions côtières, soit aussi, ce qu'on demande aux plaisanciers, c'est s'ils souhaitent prendre des équipiers pendant les voyages, parce que ça se fait beaucoup, en fait, les plaisanciers ont souvent besoin d'équipiers pour les grandes traversées, d'embarquer des bénévoles de l'association qui sont déjà formés aux manip de sciences et qui du coup peuvent apporter une vraie expertise à bord et aussi assurer un contrôle qualité, on va dire, et une formation des plaisanciers. Et du coup, il faut aller sur votre site ou il faut venir vous voir? Tu peux aller sur notre site, tu peux venir me voir. J'ai déjà mon numéro. Non. Le voyage ne montre aucun frais là-dessus. Les gens partent voyage pour rejoindre le bateau. Sur les week-ends, si on se voile, on est à 65 € pour un week-end à nourriture et logement.
et sur les mini-expéditions, 430 €, nourriture et logement inclus. Vous rémunérez Pas encore. C'est des modèles. Il est en train d'être établi. C'est une activité que bénévole et... Pour le moment, c'est une activité qui n'est que bénévole, mais on est à 2 à plein temps à chercher du salaire. C'est ça. Donc là, aujourd'hui, tout ce qu'on a développé aujourd'hui, les collaborations avec les scientifiques, le développement et le suivi des programmes de sciences participatives, ça n'aurait pas été possible avec juste des bénévoles, on va dire, avec du temps décousu. Donc pour l'instant, on est 2 à plein temps avec Cédric et moi. Le but, c'est justement de se salarier. On cherche clairement un business model, mais là où on est content, c'est que dans les 4 premières années, on a un modèle d'expédition bénévole, citoyen, pénitentiaire, chercheur qui fonctionne, avec ou sans salarié. Et du coup, le fait de se salarier, c'est pour passer à l'échelle du dessus. Et pas passer à quelques réseaux de bateaux, mais passer à tous les bateaux pénitentiaires, 14 000. Et dernière conférence, Kenny, comme dit, En fait, ils vont le faire séparer. Ah, ok. Ouais. Good evening. My name is Eddie, and I would like to talk about how I become a maker and a small project that we do together in Maker Bay. And the first part, I have to do it in English. Excuse-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend pas l'anglais et qui veut que je traduise ou qui a des difficultés en anglais? Je peux traduire si vous avez un doute. Je peux traduire votre oreille et vous faire la traduction. I try to do it slowly. Oui. Okay. And the first part that I mentioned about introducing myself is going to take 2 hours. And a small project, 5 minutes. Right? And Ken is going to talk about another project as well. All right? So, myself, 10 years ago I was an engineer. And it took me 10 years to become what I am now. And I am actually a part-time lecturer at the university. And I actually also derive STEM courses for local schools. And I'm a maker, focused on social and environmental impacts. And at the same time, I teach scuba diving, and I do underwater cave exploring, training in China. So that was me, like 15 years ago. My working uniform. Right. And now, this is my video. I was diving in Poland last year. So there are reasons that Maker Bay and I can work together on a lot of different projects. And because we are passionate about ocean, we want to do something about ocean. And we are interested in deploying technology to create some impacts. Right? That is Caesar 3 years ago. So we work together in Maker Bay on a few projects. For example, we have done that stress tracker project. I mean, Ken might have mentioned a little bit before. And today we are working on the 2nd generation that is iridium based. And that is actually an extremely expensive trash. And we do coral reef mapping drone. Ken is going to talk about that. And we can show it a little bit later. And then we also do a little bit of small gadgets that facilitate divers to tag ghost spears. Yeah, this is some ongoing projects that we are doing. And I'm going to talk about how we come up with the idea to do
a trash tracker in the first place. So we all know that there are marine litters all around, and we do not know the percentage of land waste that eventually ends up in the ocean, and where do they go? And that is the question that we ask, and we want to deploy technology to find out the answer. So in the year 2017-18, we investigated into this situation by deploying expensive trash, that is GPS-enabled trashes. The first prototype, even outlined the requirements of the solution, that we wanted to be able to detect real-time location information, that is the coordinates of the devices floating around, and it should be able to transmit the location information to internet. And then it should be small in size, because we want to imitate the behavior of small rubbishes on the water. And it should be low cost, because it will be lost eventually. And it should be made of environmentally friendly material, because we don't want to add extra rubbish into the ocean for the survey. And then we want it to be simple and easy to assemble, even by school kids, because we want to make it a citizen science project that allows kids to involve. Now this is the first prototype, which is quite big in size. As you can see, it's an Arduino Uno with a big GSM module, and with the built-in GPS device as well, a battery and a lunchbox, like that. Okay. And after that, you have a second version that we actually put it into a PVC tube, and then we deployed it somewhere at the storm drainage. And we want to see where the devices eventually goes to. And after about 2 weeks, the deployment is at somewhere that I live. And over a period of 2 weeks, this device has been drifting all about Hong Kong Island. If you are familiar with the Hong Kong map, this is Hong Kong Island, Kowloon side, and in the middle is the famous Victoria Harbour. And this device actually drifts from east to west and from west to east. And eventually, it gets stranded here. And it keeps emitting signal to the internet, and it doesn't move anymore. All right. So we know where it is exactly, and we try to go there and retrieve it. And this is what we see. So when I arrive at that spot, I can see all these rubbish everywhere on the island. And this is a place that normally could not get access to by walking. So we have to find a boat to get to that place to retrieve our device. So you can see that there are natural trash traps somewhere. And the marine litters eventually will reach there and got trapped there. So the real thing, we make it smaller, and this is the Arduino Pro Mini. And we even wrap it using environmental friendly material. As I said before, we don't want to introduce new rubbish into the ocean. And this is the third prototype already. And we let the kids to assemble all these things. And I think the most interesting part for them is to wrap the electronics inside wax. Because wax will eventually degrade and the electronics, well, stays. All right. So we engaged 11 schools that total to 110 devices from some specially selected spots in Hong Kong. And these kids will actually do the assembly, and they deploy the devices themselves, and they monitor the movement of these devices on the fly. And that could bring them, this is quite a good education that they personally involved in the whole process. And one of the schools come up with these findings, and that the drifters that they deployed drift along the rivers nearby to their school.
And interestingly, one device actually spent like 2 months to drift all the way from Hong Kong to northern part of Taiwan. And it literally actually disappeared from the radar for 2 months. And after that, it just pops up back and appears at Taiwan. And then we found that Taiwan is actually covered by the mobile phone operator of China. Which is not a good thing. So we have limitations of this solution. That is, it only works within coverage of the mobile phone network. So outside of the mobile phone network, it cannot be found. Second, battery life is not long enough, so it can marginally sustain for about 2 months. And third, there is a lack of aid for retrieving the device. All right? So the device is not that expensive, but still, it is something that we should be able to retrieve it. So last year, we began to work on second generation trash tracker, and that is going to be an Iridium equipment. So we have the most expensive trash now. So this is an Iridium modem, and again, an extremely low cost per minute, and a flying drone grade GPS module. So now we have more accurate coordinate system, and we have a satellite phone module that can talk to the satellites directly, so we are not limited by mobile phone coverage right now. And we do expect the lifetime of this device to be more than 6 months. So this is the first prototype that we actually deployed into the water. It's solar powered, and that means it may be able to drift for quite some time, so long as we get solar energy and we can recharge our battery. It's got Iridium satellite communications, and the genius came up with the idea to add Christmas lightings on the device and make it more easy to retrieve. Yeah, and this is the finding. I was on a diving trip, and this is the Philippines, and I was carrying it all the time, and this device is able to mark the location of the device from time to time. Yeah, even though I fly to Brest. So this is Hong Kong, the Philippines, also Shanghai, and then all the way to France. And even so, 2 hours ago we were traveling to another visit, and that is what we saw from the map. So the prototype is ready, and we are going to deploy it to the open sea and see how chapter 2 of the project is going to unfold. Thank you. Just as an idea, what's the size of both of the last 2 devices? So the one that you gave to kids, so what's the size roughly of the device? Size of the version 1 is as small as a ball, a tennis ball, because we actually deploy the devices actually through the drainage. Okay. Yeah, because the reason we do that is because we want to find out what's the percentage of land litters that eventually leak out to the ocean. Okay. So the drainage will block some of them, and we found out that about 40% of these devices actually got stuck somewhere. Maybe they got retrieved by some cleaning people, and so they eventually do not reach out to the ocean. So the next renovation, because we don't want to have 40% of these expensive devices to disappear, so we are going to deploy it in open water instead. And so what's the size of the one that's been tracking you? Or That one. That's the one. Okay. Yeah, because this one hasn't got the final cabinet yet. It's still the electronics. Okay. So I'm just testing it about the transmission, the battery life, and things like that. I think it's important to stress that the return you showed before is $50 US, housing, battery, chip, SIM card, data plan included, which makes it about 10 times cheaper than what you use in regular ocean.
And the one we're doing right now, the new one, Iridium, is also about 10 times cheaper. Because it's More not- expensive. 10 times more expensive. Oh, 10 times more cheaper than than what we have. It's going to be 500 USD with the data plan included, the housing and battery same. Whereas the similar one we use at e-commerce, for example, is almost 5,000 for the similar performance. So I'm not sure I understood well. Do you try to recover all the drifters, or most of them they just finish it? For the first generation, we did not manage to retrieve a lot of them because some of them actually disappeared because they out of the network. It died because the battery drains out and things like that. So it was quite a pity, but then that is the lesson that we learned. So for the second generation, we are going to do better than that. Yeah. Because there is no problem putting lithium batteries into water then. Well, there is some impact, but it's still not really that serious. So actually, we may not want a lot of people to do the same thing because we don't want to introduce too much rubbish into the ecology. Yeah. So this is a controlled experiment. Could be working without batteries, for example, just solar, just. So the second generation actually has a complementary solar. Okay. And it's sending data, not just the location. They also will be sending the status and also battery level. Okay. Yeah. Yeah. So in the future, of course, this also depends on how we make this information available. Because if we do iridium, means that we are releasing it, and it may be going into international waters. It may be super far. Okay. Yeah. So, but it should be self-sustaining for a longer period. A lot longer. Iridium trash. So I pass the time to Ken. Hi. And now the cameraman. Yeah. As well. Okay, good evening. I'll try to speak slowly as well. I think most of you here know who I am. I'm Ken. I'm a part of Baker Bay as well, and I am from the IT line. So professionally, I am an IT architect. So I worked for companies to design their computer systems. However, I am actually Malaysian. So I'm from Malaysia. I traveled to Hong Kong about 7.5 years ago. And that is where I met wonderful people like Caesar, like Eddie, and I sort of like became sort of like a maker, evangelist. So let's move on to the next one. So when I started this journey, I'm actually doing it like a hobby. How I became a maker. So that's in my family. There's 4 of us. So it's me, my wife Yvonne, my daughter Karen, and Joe. And usually they could have been here, but because of the timing, they couldn't make it. But we operate as a group. So we found Maker Bay accidentally because we were looking for some children activity and workshops for my kid, and ended up we found them, and I ended up teaching drawing classes in Maker Bay. So as a family, we do a few things. So we do maker education. We do quite a number of projects which I will talk. We run and participate in hackathons as well. One unique thing that the rest of my family do is actually world schooling and unschooling. So my wife bring kids and travel around the world, and we make connection with makers and schools around the world. So they go to Scotland, they go to Taiwan, they go to Singapore, they go to Japan, they go to many places, and they make connections.
And one good thing about this is that we are able to facilitate exchange. Like you invite us come here. In Hong Kong, we invited students coming from Taiwan to Hong Kong, and Hong Kong students to Taiwan as well. So we do this cultural exchange. Yeah, we do bigger events, international education initiatives, which I said, and also a lot of 3D printing stuff, which my son does. Yeah. So we started, actually, the first thing that we started with MakerBay is actually we designed a mini drone. So this is like 3-4 years ago, maybe. And we sort of like manufacture and design our own sort of board, and also at the same time the parts are 3D printed. And then we did some TV programs and stuff like that as well. Yeah. And then from there, we started to do corporate events. So that small little drone, when we were doing like 1 to 6 people, we did like 100 of these drones to a large corporate events in Macau. So we did for 300 odd people, and we talked about Industry 4.0. And also we did some kind of demo to inspire them. So we, this is something that I did for, see if I'll be able to show you something that we did. So this is something that we use sort of like a muscle control. So we sort of like did the muscle control, we hacked it, and then we moved it to be able to control the drone by just moving. So this was like 3 years ago, before this become more mainstream or easy to access. Yeah. Okay. So then we also did a lot of other events together with MakerBay. Things like drone classes, drone piloting, and things like that. And then from there, we slowly moved into developing our own systems. So this is sort of like a Caillou, right? It's a sustainable building blocks. So if you look at it, this is the blocks, and it looks similar to what I have here in my hand right now. So I can pass this. Mm-hmm. Yeah. And this is created from shipping pellets, the pellet wood. So we recycle it, and then we buy it from the recyclers, and then we make standardized systems like this. And then we bring this to Taiwan, we do to schools, and then we make it. And then finally, version 1 was just a cart. Version 2 and 3 we became like a motorized. So then they have this is a project I did with Eddie in one of the local schools. And then you can see that it's actually quite fast, and we make it so easy so that you don't actually have to have so complex. The kids can assemble it themselves. And then they just turn by using the legs and the left and right. Yeah. So that's one of the things that we do. And then from there, we try to make this, and we shrink it. We make this into this small little system here that we brought this time, and we use it for hackathons. So if you look at this is actually the same car. So one day we let the kids build this, and to their surprise, the next day we bring the big one, and then they build the big one, and then they sit on it. Yeah. So if you look at this, some of the teams have used it to build their prototypes as well. So this is a tool for hackathons. And if you look at this, it's actually following a very similar, it's following a open structure. So you can find this actually online. It's an open structure. So if somebody were to design add on to this, and they follow this system, they can use this, and automatically it will fit. So it's the same standardized system. Yeah. So some other things that we do, including play cards. So we also use recycled cardboard out of shipping cardboards, and then we make these shapes for little kids, 4 years old, 5 years old. We also recycle some of these blocks. So if you look at the block, these are when the kids they play, and after a while they get so bored, and then we put some buttons on it, and then we make it into like you can build a robot out of it. And it's all manufactured child labor, so we get our kids to manufacture this. Probably. Yeah. And then we did fun projects like this little kinetic hopper, which will run by itself. So like woodwork to teach the kids woodwork. Yeah. And we also help a children's museum to build this AR sandbox. So this is sort of like a sandbox. And there's a Kinect camera on top and a projector.
And then if you move it, and you can teach geography and stuff to kids. So this is something that is now in a children's museum in Hong Kong. Yeah. So it moves, and then you can put water, and the water will flow based on the counter. The water is generated by the computer. Yeah. So yeah, this is the. Okay. So my journey, back to the journey here, yeah, how I became like doing what I'm doing right now. I started off building custom drones. I was so crazy about drones. I started building small ones, and then it got bigger, and bigger. And Hong Kong house is so small, and I now have so many drones. I don't know what to do with them. Sometimes I bring it over to. I know what they are. They are doing the best. Yeah. That's why. And then I started designing when DJI came out with a folding drone. At that time it was very expensive, so I started designing my own and built my own. So that's how I learned 3D modeling as well. So we designed our own Mavic drone. I also made a super low cost one that you can either 3D print or laser cuts out of acrylic, or acrylic will be too brittle, but probably wood. You can have a wooden drone. And then I went into agricultural mapping. So this is when citizen science started to happen. Yeah, because I'm too bored with flying a drone, taking photos and videos. Then one day I started partnering with some friends in Malaysia, and then we did for palm estate, oil palm plantation. So we hacked a point-and-click camera. We removed the IR filter. Then suddenly you can get near-infrared images. So that's where we started to do mapping of the plantations. And then you'll be able to see in terms of the index whether the plantation area is healthy or not. So if they're healthy, because plants take light, visible light, but they don't take infrared, so they reflect infrared. So if you see here the red dots, these are the infrared. So this part seems like it is healthy, but this part seems to be darker. So means that it's not so healthy. And then when we do a ground truthing, somebody walk there and take a look. Actually here you see there are many dead trees. So this actually proves that this is valuable for them, and this become like what Caesar was saying, like 5 times, 10 times cheaper than if you are using an actual IR camera with a super big drone. So suddenly this become cheaper, and we put on IoT on it as well. So with a Pi, and we have all the sensors, the temperature, the intensity of the lights, humidity, all this. So then we start to go more and more professional. So then we started to do designs, and we reuse this system. We're able to do for drone, for flying wing, for boats. We have the autopilot, the mission planner for automatic flying, so you don't have to control it. And then based on this, you have all the other sensors, and you're able to send the data over to the car. And then that is where it starts to become reusable. And I've done my share of 3D mapping of buildings as well. So we started to do into that 3D mapping. So this is the real picture, and this is the 3D rendered after taking quite a number of pictures around this building. This is a solar sun observatory. Okay, yeah. Let me just move on to. Okay, so this brings me to the actual project now that I'm doing, apart from the trash tracker project and the GhostNet tagger. We're doing the coral mapping. This started in 2017, so we worked with some university students who went to Philippines. And the question that we are trying to answer is, currently how do they do reef check? How do they do coral survey? So how they do it is, they bring this apparatus, transit, with a camera, and then they go and then they measure, they take a picture, they take a picture, they take a picture, right? This is so slow, this is so expensive. And after I take the picture, 6 months later, if I want to look back the same coral, how do I do it? There's no GPS. Even with GPS, you won't be able to dive to the same exact location, right? And a lot of the surface corals, which is nearer to the shore, the water is so shallow, your boat cannot go too near. Even if you're diving, it's like under 2 meters. It's very hard for you to not damage the coral. So we came up with this, and
we finally came up to the mapping drawing. The first one was a prototype, really a prototype. And then slowly after a year or so, we came to color mapping drawing version 2. So we have an amazing team that built the boats on our own, the software, and also the electronics from Eddie. Yeah? And now, during 2018, we actually went for a hackathon run by this organization, Conservation X, Made for the Planets, and we won a prize. So based on that, also it gave us motivation to continue. And we were able to work with the Hong Kong University, City University, and also the government to start doing some pilot program to map the MPA. MPA is the Marine Protected Areas in Hong Kong. And then we start to have a process how we do it. So we combine the drone survey, the coral mapping of like the sampling, and then after that, once we get we know where the nice corals are, then we start to do actual sweeping. So this is in progress. So if this project goes well, we will be able to map the entire Hong Kong's MPA. So with the government. Yeah. And if you look at this picture here, you can see that this is very, very shallow. So our this little boat here is able to go very near to the shore. And even with quite a wavy wave, it's able to fight and follow the cost, the GPS cost. Yeah. So this is the ongoing project. Yeah. And okay, so I'm just about that. And I have with me actually this is the box. So we adapted a flight controller from a drone and we put it into the boat. And the way we put it in the boat is basically just this lunchbox. So it looks like Maker Bay really loves to use lunchboxes. Then you can have a look. This has seen its fair share in the sea. So it has gone many rounds around islands and stuff like that. So this is connected to 2 motors and then it controls based on the GPS signal. And our mission planning. So that is the mission planning. So we plan. And the aim is to map all the MPAs and then get the data into the hands of scientists, which they can do analysis and also deep learning of coral identification. That's the goal. Okay, so I'm going to skip the rest. Yeah, I did a lot of equipment testing for some China manufacturers as well, in events and stuff. Okay, so yeah, that's the information I would like to share. If you have your questions, you can ask them. Thank you. When do you sleep? Sorry? When do you sleep? Yeah, so I like to tell, I think some of you I've told before, people ask me what I do. I always tell them during the day I am Bruce Wayne, and at night I am Batman. So I guess Bruce Wayne and Batman don't sleep, so I guess yeah, I don't sleep. Any other questions? Can I be Robin? I'm not gay. Yeah. Any questions on the projects or something? Batman is very private. Yeah, it's a private job. Do you know if the scientists would be interested in using this drone? Yes, so currently we are actually working with scientists. Okay. Yeah, so in Hong Kong, what we are doing right now is actually directly with the university, and the university is actually working with the government. And they are working with us to come up with a process. So our drone, because what we are doing is actually putting the drone and then we have a camera underneath, right? But if let's say you go and the water quality in Hong Kong is terrible. So you go to 3 meters, 4 meters, 5 meters, it start to be blurred. You can't see. Even if you look at this, it's only after some quick edit or the color correction it becomes this. Yeah. So it is very suited for very shallow water, and also 2 meters to 3 meters deep, where divers cannot go and the boat cannot go. So this helps. And if it's deeper, we also use the same box, and then we use it to sort of like make it like a mission guide for a boat, a big boat.
So we put it like the GPS in front, and the boat will follow this GPS, and then it will automatically trigger the camera to take multiple pictures. Yeah. So that's how it's working. Any other questions? Okay. So thank you so much for your time. Thank you. Done. No. This one is on. No part of this. Yeah. Non, on est là. Non, on est sur le café par la mairie, on est Not yet. I think I will plug in my phone. Oui, oui. C'est un de nous. Ah, yes. Mais toi aussi. Seem to be the last